Il neige sur Cannes ce 4 décembre 1922, jour de la naissance de Gérard Philipe. Le petit Gérard naît 1 an après son frère Jean, dans une villa au 14 de la rue Venizelos, où maître Marcel Philipe a établi son cabinet d'avocat. Les 2 garçons vivent une enfance heureuse sous le regard attentif d'une mère qui restera toujours pour Gérard une source d'émerveillement. Il l'a surnommée Minou et rêvait d'écrire un livre sur elle. Un matin d'automne 1928, Gérard connaît l'un des plus grands chagrins de sa vie. Il a 6 ans et l'école va l'arracher à cette mère tant adorée. Pour le petit Gérard, les années de pension ont la couleur grise du désespoir et de l'ennui. Les professeurs ne comprennent pas cet élève à l'humeur changeante, solitaire ou expansif selon le moment et qui passe du rire au chagrin sans raison apparente. En vieillissant, Gérard gardera ce caractère un peu déconcertant pour son entourage, comme en témoigne George Wilson, qui connut Gérard Philipe au TNP. Dans la vie, alors là, il m'étonnait énormément parce qu'il était toujours surprenant, toujours un peu inattendu et c'était difficile à suivre parfois. C'était difficile à suivre. Parfois, il était solitaire, alors on respectait sa solitude, et puis parfois, il vous tombait dessus, et puis il fallait passer 3 jours avec lui, sans le quitter. Vous voyez, c'était un peu fatigant. Je crois qu'il était très, très cyclotimique, enfin, sur ce plan-là. La sensibilité du jeune Gérard ne fait que croître au fil des ans. De petit garçon timide qu'il était, il devient peu à peu l'adolescent idéaliste et pudique qu'il restera toujours. Et il devait avoir des points communs, certains, avec Musset. Daniel Ivernel se souvient de l'éternelle jeunesse qui habitait Gérard Philipe. Il avait l'inquiétude des jeunes gens, la mauvaise foi des jeunes gens, la folie des jeunes gens. C'était un jeune homme. C'était fantastique, enfin... C'est très dur parce qu'on devient tous adultes à un moment. Et lui avait l'adolescence rivée au corps, mais c'est pas marrant. Quand déjà la puberté, c'est pas drôle. C'est des batailles. Ben lui, il avait gardé et Villard aussi d'ailleurs, cette jeunesse. Alors il se battait avec ça, et c'est pour ça que de temps en temps, une fois je me souviens un dîner comme ça, il s'était mis à taper sur un auteur, on ne sait pas pourquoi. Alors, et l'auteur est inconnu, je ne vais pas dire son nom, puis il est mort. Il tapait dessus, et puis tout le monde rigolait, puis d'un seul coup, il s'arrête, il dit « Mais pourquoi je suis méchant comme ça? Pourquoi je suis méchant avec cet homme, il m'a rien fait ?» Et puis il s'est arrêté, puis il s'est mis à rigoler. Gérard vient d'avoir 18 ans. Nous sommes en 1940, une époque où justement il n'est pas bon d'être jeune. L'exode étire le long des routes son interminable colonne humaine. La France envahie, reflue vers le sud pour trouver refuge en zone libre. La famille Philippe tient à l'époque l'hôtel du Parc, à Grasse. Beaucoup de réfugiés viennent s'y installer, parmi lesquels le metteur en scène Marc Allégret et le comédien Claude Dauphin. Un jour, Madame Philippe décide d'organiser un gala de bienfaisance et Gérard, pour faire plaisir à sa mère, participe à la représentation en disant une fable de Franc Nohain. Marc Allégret est particulièrement impressionné par les dons de comédien du jeune homme. Il l'encourage à se lancer dans ce métier difficile et le présente à son ami Claude Dauphin, qui vient de constituer une troupe de théâtre en zone sud. Le débutant Gérard Philipe passe alors une audition devant Claude Dauphin et Madeleine Robinson, actrice principale de la troupe. D'après ce que m'a dit Madeleine Robinson, quand il a commencé à jouer à la comédie, il savait tout de suite. Daniel Ivernel, qui joua aux côtés de Gérard Philippe au TNP. Il a passé une audition dans je ne sais plus quelle pièce de Roussin, je crois. Et pendant l'occupation donc à Nice, et tous les acteurs qui avaient déjà du métier, enfin qui n'étaient pas très vieux mais qui avaient du métier, ont été éblouis par ce jeune homme qui avait tous les dons tout de suite. C'est désespérant, quoi, d'un seul coup, d'avoir tout comme ça. Oui, la nature donne tout à des hommes, la grâce, enfin des hommes ou des femmes.
la grâce, le génie, tout. En 1943, les troupes hitlériennes envahissent la zone libre et occupent la Côte d'Azur. Gérard Philipe décide alors de monter à Paris, où il s'installe dans un petit appartement près de la gare de l'Est. Marc Allégret, qui n'a pas oublié Gérard, le présente à Jacques Hébertot, qui monte la pièce de Jean Giraudoux, Sodome et Gomorrhe. Après un court essai, Gérard Philipe est engagé pour jouer le rôle de l'ange. Il fait ses grands débuts sur une scène parisienne aux côtés d'Edwige Feuillère et de Stemnala Pitoev. Daniel Hivernel se souvient de cette époque. C'est-à-dire que j'étais au conservatoire, j'avais un camarade qui s'appelait Taffin, qui jouait dans Sodome et Gomorrhe, et il m'a dit un jour viens me voir, et j'ai été à la dernière répétition, puis je voyais Taffin, puis j'allais admirer Edwige Feuillère, et puis j'ai une espèce de grande asperge habillée en blanc, rentrée sur scène, et je me souviens très bien, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce grand garçon-là? Curieux, un peu efféminé, comme il était tout jeune, comme ça, tout fin. Bon, il sort de scène, puis une deuxième entrée. Et là, on a senti quelque chose, et à la fin de la soirée, ça a été éblouissant. J'ai découvert un acteur en une soirée, comme tout Paris, d'ailleurs. En juin 1944, Gérard obtient un second prix de comédie au concours du Conservatoire. Cette distinction passe inaperçue dans la capitale en lutte pour sa liberté. Les troupes alliées viennent de débarquer. Lorsque les premières barricades s'élèvent dans les rues de Paris, Gérard Philipe est l'un des premiers à rejoindre les rangs des FFI. C'était un être qui se voulait constamment généreux. Sylvia Montfort. J'ai vu peu d'êtres tenter en permanence vers la perfectibilité. C'est-à-dire qu'il se voulait sans cesse supérieur à lui-même. Il essayait vraiment de gravir des échelons dans la générosité, dans l'altruisme, parce que ses idées étaient généreuses par principe. Et que c'était un homme, au sens fort du terme. Jean Negroni. Je veux dire quelqu'un à la fois suffisamment maître de lui, mais quelqu'un d'une grande imagination et qui travaille au bonheur des autres. Enfin, c'est ça que j'appelle un homme. Un homme qui ne se contente pas d'exister avec la facilité que ses dons lui procurent. Donc Gérard était pour moi avant tout un homme, d'un courage fabuleux, touchant à la témérité. Gérard était tout à fait capable, d'ailleurs il l'a prouvé à la Libération, d'aller s'offrir, même témérairement, au bal de l'ennemi sans souci de sa dépouille mortelle. Nous sommes en 1945. À 23 ans, Gérard Philipe triomphe tous les soirs sur la scène du théâtre Hébertot dans le Caligula d'Albert Camus. Il donne à son personnage une intensité dramatique d'une dimension rarement atteinte. Tour à tour sarcastique, bouffon, déchiré, hasardant des intonations inattendues qui sonnent toujours justes, le jeune comédien étonne par la diversité exceptionnelle de son jeu. Gérard était l'élan, la folie, le déversement, l'exubérance, l'exaltation. Jean Negroni. Le Caligula de Gérard est un Caligula qui va au bout de lui-même. Il y a dans le Caligula de Gérard Philippe, en tout cas moi ce que j'en ai entendu, et dans le Caligula de Gérard Philippe, il y a quelque chose de douloureux et de tendre et de... Oui, quelque chose de... Je dirais pas d'aimable, mais il y a quelque chose qui atteint la sensibilité par les voix de la tendresse. Le public est subjugué par ce beau jeune homme à l'immense talent. Les dames commencent à se montrer du cœur ce Gérard Philipe dont la voix semble venue du plus profond de l'âme. C'était une voix qui charriait des larmes. Jean Negroni de nouveau. L'acteur ne peut pas dissocier sa voix de son geste et de son frémissement profond. Et que quand on est un véritable acteur de théâtre, je parle des gens comme Olivier, comme lui, enfin, et comme d'autres,
Je crois que c'est un tout qui passe la rampe. Il n'y a pas seulement la voix, il n'y a pas seulement le geste, il y a le tout. Il y a aussi ce phénomène qui fait... Ce qu'il y a d'exceptionnel chez Gérard, c'est qu'il enthousiasmait beaucoup de gens à la fois. J'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche, un bateau frêle, comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. C'était un extrait du Bateau ivre d'Arthur Rimbaud, dit par Gérard Philipe, qui, à l'aube de l'année 1946, fait ses débuts au cinéma. Il tourne tout d'abord Le Pays sans étoiles, sous la direction de Georges Lacombe, mais c'est le film suivant, L'Idiot, réalisé par Georges Lampin, qui le révèle au grand public. Dès ses premiers pas devant les caméras, Gérard impressionne les professionnels du 7e art par son sens inné du cinéma. Gérard sentait tous les mouvements de caméra, c'était vraiment au quart de mille. Hein. Raymond Lemoigne, caméraman de cinéma. J'ai jamais vu un acteur aussi précis que lui. Comme comédien, il la sentait. C'est l'intuition. Il y en a, il faut qu'ils comptent leurs pas, ils repèrent leur lumière. Mais lui, Gérard, rien du tout. Toutes les places étaient prises. On lui disait, tu vas là, de là, de là à là. Tu te lèves, tu t'assois, tu te couches. Tu vois. Il le faisait une fois en répétition. Après, c'était parfait. C'était toujours pareil. Toujours. Gérard a tout juste 23 ans quand L'Idiot sort sur les écrans parisiens. C'est un immense succès et pour beaucoup, désormais, Gérard Philipe restera l'incarnation parfaite du prince Mouchkine qu'il interprète dans ce film. Pour le définir, il faut prendre ce qu'il y a de plus beau en lui. Geneviève Page. Un regard qu'il avait quand il jouait le prince dans L'Idiot. Je crois que ça définit peut-être pas Gérard, mais quand un homme peut donner un regard comme celui-là... Pendant qu'il tournait L'Idiot, dans la journée, Gérard jouait tous les soirs Caligula au Théâtre Hébertot. Surmené par ce double travail sur scène et en studio, il tombe malade et son médecin lui prescrit quelques semaines de repos. Il part alors pour 3 semaines dans un petit village des Pyrénées. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme. Elle s'appelle Nicole, mais très vite Gérard la rebaptisera Anne. À l'époque de leur rencontre, Anne rentre de Chine où elle vient d'accomplir un exploit peu commun. Elle est en effet la première femme européenne à avoir parcouru la route historique empruntée autrefois par Marco Polo. C'est-à-dire que, partie de Chine, elle a rejoint l'Inde après avoir traversé le Tibet, l'Himalaya et le Cachemire, et tout cela à pied. Gérard est immédiatement conquis par cette femme hors du commun, dont l'audace va de pair avec l'intelligence. Il se marie quelque temps plus tard. Je crois que c'est à partir de son mariage avec Anne Philippe, Jean Negroni, que tout d'un coup, moi j'ai senti une richesse culturelle qu'il n'avait pas avant. Je dirais même que je ne sais pas si il est possible que ce soit elle qui ait amené aussi ça dans la vie de Gérard Philipe. En rentrant de son séjour dans les Pyrénées, Gérard Philipe rencontre le metteur en scène Claude Autant-Lara, qui lui propose d'être la vedette de son prochain film, Le Diable au corps.
Danielle Darieux a sans doute été une des partenaires privilégiés de Gérard Philipe, puisqu'elle a fait plusieurs films avec lui. Mais évidemment, on a tous dans les yeux l'image magnifique du couple Micheline Prel, Gérard Philipe dans Le Diable au corps. Et Micheline se souvient tout à fait de ce tournage et de Gérard, qui était quelqu'un de magique. Et moi, j'avais donc été voir, il y avait eu 2 films avec lui, qui étaient Le Pays sans étoiles, je crois, et L'Idiot. C'est ça. Et j'ai été le voir, et pour moi, il n'y avait absolument pas de... Personne d'autre que lui. Personne d'autre. Je ne pouvais, et puis je ne pouvais jouer Le Diable au corps qu'avec Gérard Philipe, que je ne connaissais pas personnellement. Et qui était inconnu. Qui était inconnu. Bon, il n'était pas très connu. Il a hésité, lui, à faire le rôle parce qu'il se trouvait trop vieux. Non, il n'a pas, non, il n'a pas hésité, et il a fait même des essais. Parce qu'en réalité, le choix Lara Orange et Bost avait un choix de 2 autres acteurs. Eux, ils voulaient d'ailleurs même 2 acteurs formidables, qui étaient Reggiani et Casso, 2 acteurs que moi j'aimais beaucoup. Mais pour le rôle de François du Diable au corps, c'était comme ça. C'était Gérard Philipe. Et je me souviens, Gretz leur a dit, on a eu un déjeuner, et Gretz leur a dit, vous savez, j'ai réfléchi, et moi, je ne veux faire le film qu'avec Gérard Philipe. Le tournage du Diable au corps commence au début de l'année 1947. Gérard Philipe a 25 ans. Or, François, le jeune collégien qu'il incarne dans le film, a lui tout juste 17 ans. Le comédien travaille donc à se rajeunir physiquement et moralement. Il réapprend le comportement, la mentalité d'un garçon de cet âge et retrouve les réactions propres à l'adolescence avec une précision qui demeure pour Claude Autant-Lara un sujet d'étonnement. Il a été pour moi un interprète absolument exceptionnel. Mais alors, l'intelligence de ce garçon, l'intelligence de ses rôles, ah oui, c'est énorme. Vous avez combien d'acteurs qui jouent des rôles sans avoir très bien compris ce qu'il était? Eh bien, lui, alors, il était d'une finesse. Il allait au fond des choses, parfois trop d'ailleurs. Mais enfin, à tout prendre, c'est pas désagréable, vous savez, de collaborer avec un garçon. J'ai dit collaborer, hein, avec un garçon comme Gérard. Le Diable au corps est un triomphe. Présenté en juin 1947 au Festival de Bruxelles, le film vaut à Gérard Philipe le Grand Prix d'interprétation masculine. De connu qu'il était, l'acteur devient célèbre. Hollywood le réclame et lui propose un fabuleux contrat. Gérard refuse. Il veut rester en France pour défendre, selon ses propres termes, les idées de sa génération. Pour Gérard, pour des tas d'acteurs, non, mais pour Gérard, il n'y a pas de doute que Gérard, il y avait une volonté, il y avait un goût de la mission et une volonté de message. Jean Negroni. Incontestablement. Ça peut faire rire maintenant, mais à cette époque-là, c'était important. Et c'était important parce que le théâtre n'en était pas où il en est maintenant. Il était, on peut dire, le porte-drapeau de la jeunesse de l'époque. Claude Autant-Lara. Gérard Philipe était un homme qui réunissait un bouquet, un faisceau de qualités absolument exceptionnelles. Il avait la grâce, il avait la classe, il avait la finesse. Ce n'était pas un excellent comédien, pour moi, vous comprenez, mais il avait des dons absolument irremplaçables et une présence extraordinaire, c'est un fluide, c'est un don du ciel, ça il faut bien le dire. Et il avait un impact sur le public qui est absolument, parmi les acteurs, quelque chose d'unique à mon avis, qu'on n'en a pas retrouvé. À ce titre-là, vous comprenez, à ce titre-là, si j'ose assez m'exprimer, pour lui, il est éternel, Gérard. Révélé au grand public avec Le Diable au corps de Claude Autant-Lara, Gérard Philipe devient à 25 ans le jeune premier du cinéma et du théâtre. Et puis c'est un jeune premier, et un jeune premier très rare à trouver. Daniel Ivernel. Le jeune homme qui fait rêver, qui est romantique et tout, ça c'est très rare. Mais j'étais ébloui quand il se déplaçait, quand... Je disais, c'est pas possible d'être si gracieux. Je leur enviais. Et je retrouvais en lui les rêves qu'on a tous quand on est un jeune homme de 15-16 ans, quoi. Alors, je retrouvais mon adolescence. J'aurais bien voulu être léger comme ça, beau comme ça, tout ce charme extraordinaire. Le public de l'époque est ébloui par le physique et le talent de Gérard Philipe. Pour les jeunes dont il cristallise les aspirations, Gérard fait figure de symbole. Pour les moins jeunes, il est l'incarnation des illusions perdues. Pour tous, il est l'espoir retrouvé après des années d'humiliation et de souffrance.
Après Yves Allégret, René Clair fait appel à Gérard Philipe pour être la vedette de La Beauté du Diable. C'est une rencontre importante dans la carrière du jeune comédien qui voue une très grande admiration à ce réalisateur de talent. Au cours du tournage, une réelle amitié naît entre les deux hommes. Sur le plateau règne une ambiance parfaite et la joie de vivre de Gérard déteint sur toute l'équipe. Entre deux prises de vue délicates, il détend l'atmosphère par des pitreries qui déclenchent le fou rire général. Ce goût de la plaisanterie était presque un besoin chez Gérard Philipe, comme nous l'explique maintenant George Wilson. On blaguait beaucoup, brusquement on se mettait à rire, et puis ceci dit, il riait, il aurait bien aimé faire rire beaucoup plus. C'était une de ses lacunes, ça. Il ne savait pas très bien comment faire rire les autres. Je veux dire, il n'avait pas l'humour froid qui fait que, ou la méchanceté de l'humour, vous voyez, qui fait que les gens on peut rire beaucoup avec lui. On ne pouvait pas, brusquement c'était, ou alors il riait trop, et puis il faisait des blagues de collégiens, des blagues comme ça, des petites blagues. Il vous lançait des trucs, des seaux d'eau, des choses. C'était pour s'amuser, pour être avec nous, avec tout le monde. Mais je crois qu'il était difficilement avec les êtres. Après le succès de La Beauté du Diable, Gérard Philipe essuie un échec avec le film de Marcel Carné, Juliette ou La Clé des Songes. Mais l'événement marquant de cette année 1950 restera sa rencontre avec Jean Vilar. Jean Negroni nous relate leur première entrevue. Et puis, il y a eu donc cette fameuse soirée de Henri IV de Pirandello à l'atelier, où Gérard Philipe, qui à l'époque, m'a-t-il dit, se posait un problème parce qu'on lui avait déjà demandé d'entrer à la Comédie Française et d'entrer chez Jean-Louis Barrault, il y avait eu 2 propositions, s'est mis à regarder plus attentivement et à chercher autour de lui les endroits où il pourrait faire du théâtre. Il a donc vu les spectacles de la Comédie Française, les spectacles de Barrault. Et tout naturellement, Vilar, qui était le metteur en scène important, jeune metteur en scène, le metteur en scène nouveau important de l'époque, qui apportait un style différent, avait monté à ce moment-là l'Henri IV de Pirandello dans les décors de Giscard au théâtre de l'Atelier. Et il est allé le voir. Et Gérard m'a dit, ça a été un choc. J'ai tout d'un coup compris que cet homme était celui avec lequel je voulais jouer. Parce que il me semble bien me rappeler qu'il avait trouvé chez Vilar un sens de la grandeur, disait-il, et une hauteur de ton qui n'était pas courante dans le milieu du théâtre à l'époque. Si Gérard Philipe refuse dans un premier temps le rôle de Rodrigue, c'est aussi et surtout parce qu'il ne pense pas être le personnage. Daniel Ivernel. Et alors à l'époque, c'est ce que je vous disais, c'était pas bien vu. Le Cid n'était pas une espèce de grande asperge comme était Gérard, c'était un gars costaud. La tradition voulait ça. Et Vilar avait senti que ce serait fantastique, mais Gérard lui avait certainement renarclé. Il s'est dit non, je suis pas fait pour ça. D'ailleurs, il jouait des choses plus légères. Il jouait le menteur de Corneille, il jouait des choses comme ça. Puis l'un et l'autre étaient aussi têtus. Et 1 an plus tard, il est venu revoir Vilar. Et Vilar lui a reproposé de prendre le Cid, mais lui a aussi proposé de créer le Prince de Hambourg. Et il a accepté le Blot. Et on sait à quel point il a rendu illustre les 2 personnages. La première du Cid est donnée en Avignon le 15 juillet 1951, dans le décor grandiose du Palais des Papes. Jean Negroni, qui interprétait Don Sanche aux côtés de Gérard Philipe, se souvient de cette soirée historique. C'est la fameuse représentation où Gérard, sortant de la grande scène d'amour avec François Spira, dans la pénombre où l'éclairage descendait tout doucement, est sorti en faisant un grand mouvement courbe, une sinuosité comme il avait comme c'était un peu son style d'en faire. Et en sortant de scène, a raté la marche et tombé de 2 mètres de haut dans la fosse là sur le côté du praticable, et où il s'est cassé pas cassé, mais il s'est abîmé le ménisque.
Ce qui fait qu'il a joué sa première représentation, le genou complètement bandé et serré dans des attelles, et qu'on le portait sur scène, et qu'il a dit tout le récit assis. Et ce qui a été fabuleux, ce qui est vraiment fabuleux, parce que, bon, nous le guettions, c'est de le voir donner assis le même mouvement que s'il avait été debout. Alors privé, si vous voulez, des moyens, par le moyen de la voix, par le moyen du geste, de la mimique, il est arrivé à faire de ce récit du Cid quelque chose de tout à fait surprenant. Et peut-être d'ailleurs le fait qu'il soit assis a peut-être encore ajouté quelque chose. Mais ça a été le triomphe. Ça a été fantastique parce que d'un seul coup, il a sublimé le texte. C'est ça le génie. Daniel Ivernel. Hein, c'est de s'asseoir une jambe plâtrée et de dire je viens de livrer une bataille fantastique et j'ai vaincu tout le monde. Ça, alors c'est la rigolade garantie. Et ça a été prodigieux, quoi. Le Cid renaît en Avignon. L'interprétation de Gérard Philipe bouleverse toutes les idées reçues. Sa voix ample, qui tour à tour s'enfle de colère ou se fêle d'amour, semble avoir réinventé le texte de Corneille. Les spectateurs bouche bée retiennent leur souffle. Ils avaient gardé du Cid le souvenir morne des récitations scolaires, apprises à coups de règles sur les doigts, et voilà qu'un homme, là-bas, minuscule sur l'immense scène, les réconcilie avec le théâtre classique. C'était le triomphe parce que, vous savez que Gérard était jeune. Jean Negroni. Bon, ses cheveux au vent, ce petit costume Henri III bouffant, cette petite tête héroïque, enfin bon, il est arrivé là-dedans comme un enfant perdu au milieu du monde. Je le vois encore quand Don Diego lui disait va à Courval et nous venge, en fait, lui demande d'aller sauver son honneur à sa place. Je revois encore formidablement Gérard qui avait attrapé l'épée comme ça, puis qui s'amusait avec comme un gosse. Pendant que le père parlait, tout en écoutant, sans gêner le récit que lui faisait l'acteur qui jouait à côté de lui, qui était Pierre Assau, je crois, sans rien gêner, il a attrapé l'épée comme ça, puis il s'est amusé comme s'il faisait quelques passes d'armes, comme un enfant auquel on remet pour la première fois cette épée sacrée de la famille. Rien que ce geste, à lui, signifiait déjà beaucoup, et le rôle a été joué comme ça. Et enlevé avec cette fraîcheur, cette folie, et en même temps cette tendresse dont il était capable. À la fin de cette première du Cid en Avignon, le public fait une longue ovation à Gérard Philipe. Le lendemain, tous les journaux rapportent l'événement. Sous la plume des journalistes, Gérard devient le prince d'Avignon. Il entre ce jour-là dans la légende, et le triomphal succès remporté dans la Cité des Papes va lui permettre de réaliser son rêve de toujours, jouer pour un public authentiquement populaire. Après le retentissant succès du Cid en Avignon, Jean Vilar se voit confier par les pouvoirs publics la direction du Théâtre national populaire, reconstruit dans les sous-sols du palais de Chaillot. Il s'agissait d'un théâtre populaire, mais pas populacier, ni démagogique. George Wilson. Les gouvernements, à l'époque, pensaient qu'il y avait un théâtre pour la bourgeoisie, il y avait la Comédie Française, il y avait des théâtres bien pensants, etc. Puis pour le peuple, il fallait des grandes salles. Ils ont créé le Trocadéro, le Palais de Chaillot, tout ça. Et on leur disait, vous allez faire du théâtre populaire. Et je crois que Gérard avait horreur de ça. Et il avait raison d'ailleurs, ces grands trucs, on croit faire du théâtre, puis finalement on fait du hangar, on fait du Châtelet dans le mauvais sens du terme. Ce n'est pas populaire, ça. Le populaire, pour Gérard, c'était la dignité, la grandeur, et l'accès à la grandeur, à la dignité, à la beauté. L'inauguration du nouveau TNP a lieu en 1952. Pour la circonstance, Gérard Philipe reprend le rôle de Rodrigue et le public parisien découvre à son tour un Cid vivant, authentique, lyrique, passionné. Bref, un Cid qui lui était inconnu jusqu'alors. Il entrait en scène à une hauteur de ton que moi je n'avais jamais entendue. Jean Negroni. Quand il entrait dans le Cid, au Palais de Chaillot, sans micro à l'époque, quand il entrait devant 4000 personnes,
en disant, enfin, un ton, je ne dis pas en criant parce que c'était pas un cri tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure, qui est sa première réplique. Rodrigue, as-tu du cœur? Bon, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Alors, le cœur, au sens fort du mot, le courage, le cœur, l'honneur, tout ce que le mot cœur contient, était restitué tout de suite, immédiatement, sous les yeux du public par la première réplique et le ton sur lequel il entrait. Et il ne serait pas rentré sur un ton de fatigue ou sur un ton de désinvolture. Il n'aurait pas, si vous voulez, triché avec l'humeur du moment. Il jouait au maximum tout de suite. Il savait qu'il était attendu comme le coureur de grand fond et il attaquait sa scène au plus haut. Et alors, il fallait monter toute la pièce après. Et les autres suivaient. Les autres ne pouvaient pas, derrière lui, rester en panne. C'est ce qui faisait, en grande partie, le succès de ce TNP de cette époque. C'est qu'il y avait une telle dépense d'énergie de cette troupe et de ce spectacle qui se présente aux yeux du public, qu'on pouvait aimer ou ne pas aimer, mais on était quand même conquis par cette violence transformée en art, mais cette violence qui était sous-jacente constamment pendant la durée du spectacle. Gérard Philipe interprétera 199 fois le rôle du Cid à travers le monde entier. Partout, il recevra un accueil triomphal. Mais en cette année 1952, Gérard interrompt momentanément les représentations pour rejoindre les plateaux de cinéma. Christian Jacques vient en effet de lui proposer le rôle principal de son nouveau film, et quel film, puisqu'il s'agit de Fanfan la Tulipe. Et ça a été comme une espèce de fête, d'ailleurs, ce tournage sur ce plateau de Grasse, que l'été vraiment écrasait. On entendait les sauterelles, les grillons. Geneviève Page, partenaire de Gérard Philipe dans Fanfan la Tulipe. Quand on suspendait les crinolines dans les arbres, à l'heure de la pause du déjeuner, on y trouvait des sauterelles ou des scorpions. C'était un endroit magnifique, plein d'été. Et Gérard prenait des espèces de crises. Il était tout le temps en train de ferrailler et de répéter entre les scènes avec toute l'équipe de cascadeurs qui étaient tous des copains. Et Gérard, certains jours, était pris de folie. Et à l'heure de la pause, il lui est arrivé un jour de faire le pari. Vous savez, il y avait des grandes tables de bois qui étaient soutenues par des tréteaux sur lesquels on posait des couverts et on mangeait tous sur ces grandes tables. On était serrés comme tout et un jour, il a fait le pari de retirer la table et que les assiettes y restent. Mais bien entendu, il n'y avait pas de nappe. C'était posé directement à même la table. Et il a tiré la table de ses tréteaux et tout s'est cassé la figure. Et on était à 20 kilomètres dans la brousse du premier village pour aller rechercher tout ce qu'il y avait de nourriture dans les assiettes. Quand il était piqué comme ça, il ne s'occupait pas du tout des conséquences, alors qu'il était vachement professionnel. Gérard se livre totalement durant le tournage de Fanfan la Tulipe. Il refuse d'être doublé dans les scènes périlleuses et montre un courage qui frise la témérité. En fait, le personnage de Fanfan la Tulipe révèle la vraie nature de Gérard Philipe. C'était jusque boutiste. C'était tellement généreux, puis brusquement, il prenait des risques fous. George Wilson. On répétait une chose pour le gala de l'Union. Et quand il a vu qu'il était entouré de tous ces gens, comme dans un cirque, il n'avait jamais été dans un cirque au milieu de la piste. Et en sortant, je me souviens, il m'a dit, tu vois, il faudrait éclater. Et là, ça ferait vraiment rire beaucoup. Je lui ai dit, oui, mais tu n'éclateras pas 2 fois. Non, il me dit, 1 fois suffirait, mais ça serait formidable. Mais oui, parce que c'était un tel appel vers le maximum, vers le bout de la route, vers le bout des choses. On connaît le succès du film de Christian Jacques. Fanfan la Tulipe, ce héros au grand cœur et à l'indomptable courage, allait conquérir la terre entière et séduire des milliers de spectateurs. Gérard Philipe vient d'avoir 30 ans quand il interprète en 1952 Le Prince de Hombourg,
mise en scène par Jean Vilar. Les rapports de Gérard et de Vilar et de nous étaient faits de pudeur. Daniel Ivernel. C'est une chose ahurissante, c'était pas très facile. On pouvait pas les approcher trop parce qu'ils fuyaient. C'était des gens pudiques. J'ai jamais rencontré des gens plus pudiques que Vilar et Gérard. Mais ils travaillaient beaucoup en riant, en s'amusant. C'était ça d'ailleurs une des grandes qualités du TNP. C'est pour ça que j'aimais ça, moi. Les répétitions, ce n'était que des rigolades. TNP, on aurait cru que c'était la messe. Pensez donc, c'était des rires tout le temps. Avec Vilar dans la salle qui avait un humour, Et Gérard, moi, je suis un partenaire avec lequel, Dieu sait si on a travaillé, mais heureux. Oh, les joies qu'on avait à traîner dans ce théâtre. Et c'est pour ça que le public était si content, si heureux, heureux. Oui, le public est heureux et on jouera chaque soir Le Prince de Hombourg à guichet fermé. Gérard Philipe interprétera plus de 120 fois ce rôle écrasant, tant à Paris qu'à travers l'Europe et l'Amérique, au cours des tournées du TNP. Un an s'est écoulé depuis la première du Cid en Avignon, quand Gérard Philipe retrouve la Cité des Papes pour y créer Lorenzaccio dans le cadre du festival d'été. George Wilson interprétait la pièce d'Alfred de Musset aux côtés de Gérard Philipe. Je pense que Lorenzaccio a été une grande réussite pour lui parce que d'abord il a fait la mise en scène de la pièce. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a senti la pièce, c'est une des plus belles représentations de Lorenzaccio que je connaisse, enfin. Non pas parce que j'y ai participé, parce que c'était vraiment une compréhension, une intelligence de l'œuvre que je n'ai jamais retrouvée nulle part. J'ai beaucoup vu jouer la pièce. Et c'est là où je me suis toujours demandé si Gérard n'était pas un visionnaire. Avril 1953, au Mexique. Yves Allégret tourne Les Orgueilleux dans les rues d'Alvarado, une bourgade misérable brûlée de soleil. Le film raconte l'histoire d'un être déchu, rongé par l'alcool, qui boit son remords au hasard des bistrots. Cet ancien médecin, à la raison vacillante, est prêt à tout pour quelques verres de tequila. Mais en dépit des apparences, sous le vieux chapeau crasseux, sous la chemise déchirée, sous la barbe mal taillée, cet homme désespéré cache un cœur immense. Voilà pourquoi Yves Allégret a choisi Gérard Philipe pour donner vie à ce personnage complexe. Ce sera l'un de ses meilleurs rôles de composition. Avec Les Orgueilleux, Gérard rompt avec les emplois de héros romantiques dans lesquels on le cantonnait jusqu'alors. C'est un être qui se transformait. Jean Negroni. D'ailleurs, quand on regarde les images des Orgueilleux ou les images de la fin, on s'aperçoit que c'est un autre Gérard Philipe qui est en train de naître, avec des rides, avec une beauté différente. Le public est tout aussi séduit par le nouveau Gérard Philipe et Les Orgueilleux font un succès. Succès d'ailleurs que Gérard partage avec Michel Morgan, sa partenaire dans le film d'Yves Allégret. Avoir Gérard Philipe en face de soi pour jouer la comédie, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours. Il avait une manière de jouer la comédie qui était surprenante et merveilleuse. C'était extrêmement agréable. Après le film Les Orgueilleux, qui lui vaut la victoire du meilleur acteur 1953, Gérard Philipe va s'expatrier en Angleterre. Il part en effet tourner Monsieur Ripois sous la direction de René Clément. Ce Monsieur Ripois est un personnage mesquin, méchant, un Don Juan à la petite semaine, bref, l'image même de l'anti-héros. De Gérard, ça n'étonnerait pas. Il a presque plus mordu à ça qu'à tout le reste. Tout de suite, il s'est jeté dessus. Il a vu ce qu'on pouvait tirer
d'un personnage comme cela. René Clément. Gérard, incarnant ce type de personnage, il pouvait être Cassonèse. Il avait en lui tout le talent nécessaire pour arriver à se noircir tout en gardant, vous vous rendez compte, le charme qu'il faut avoir pour passer par-dessus tous ces obstacles que j'avais dressés sous ses pieds. René Clément présente son film en première mondiale à Cannes et Monsieur Ripois remporte un très grand succès sur la Croisette, comme d'ailleurs dans toutes les villes où il sera présenté par la suite. Après avoir participé au film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, Gérard Philipe retrouve Claude Autant-Lara pour Le Rouge et le Noir. L'emploi du temps du comédien est des plus chargés. Il tourne le film dans la journée à Paris et le soir, il joue le Prince de Hambourg avec le TNP à Reims. Ces incessants allers-retours poseront quelques problèmes. Cela n'empêchera pas Le Rouge et le Noir d'être un excellent film, unanimement salué par la critique et le public, et qui vaut à Gérard Philipe une nouvelle victoire du meilleur acteur français. Cette victoire pourtant lui paraît peu de chose au regard du merveilleux cadeau que vient de lui faire sa femme, Anne. Elle lui offre, en effet, en ce mois de décembre 1954, leur premier enfant. C'est une petite fille, à laquelle Gérard racontera souvent l'histoire du Petit Prince. Le Petit Prince s'endormait. Je le pris dans mes bras. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Gérard Philipe aimerait jouer plus longtemps ce nouveau rôle de père de famille, mais déjà le public le réclame. Il joue alors avec le TNP Richard II de Shakespeare avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Gérard Philipe rêvait depuis toujours de réaliser son propre film. C'est chose faite avec Till l'Espiègle, qui conte les aventures d'un jeune héros hollandais. Gérard Philipe interprète lui-même le rôle de Till, tout en assurant la mise en scène. Eh bien, il s'agit pour nous d'un vieux projet, pour Joris Ivens qui réalise le film, ainsi que pour moi qui vais l'aider. Pour lui parce qu'il est hollandais et que sa jeunesse a été bercée par l'histoire de Till Eulenspiegel, héros universel, car Charles de Coster, dans ce livre qu'il avait publié en 1868, était arrivé à saisir ce héros légendaire à travers les illustrations qui couraient l'Allemagne depuis des siècles, et à le saisir et à lui donner une vie, une profondeur, une échelle qui devrait le rendre l'égal de Don Quichotte, de Tartuffe, entre autres, de Pantagruel en tout cas. Gérard Philipe parle de Till l'Espiègle, qui malheureusement n'obtiendra pas le succès escompté. Alors Jean Marais m'a toujours dit que l'acteur qui l'avait épaté le plus dans sa carrière, c'était Gérard Philipe. Il aimait beaucoup Gérard Philipe, il avait de l'admiration, et puis il était quelque part fasciné par Gérard Philipe, et voilà ce que dit Jean Marais à propos de Till Spiegel. Ce film que j'ai trouvé, moi personnellement, merveilleux. Et si ça n'avait pas été Gérard qui l'avait fait, les critiques l'auraient trouvé merveilleux. Mais c'était une époque où un jeune acteur qui devenait metteur en scène choquait les médias, et ils ont raté le film. Et après la sortie du film de Gérard Philipe, il est resté 1 an et demi sans proposition. Ça n'est jamais, à aucun moment, quelqu'un de médiocre. Jean Negroni. Il était quelqu'un qui voulait transformer le monde, qui voulait, par sa présence et par ses actes, changer quelque chose au monde. Il avait besoin de ça. Immédiatement après Les Liaisons dangereuses,
Gérard Philipe enchaîne sur un film de Luis Buñuel, La fièvre monte à El Pao. Pendant le tournage, qui a lieu au Mexique, l'acteur ressent une fatigue inhabituelle, une lassitude inexplicable. Dès son retour en France, il consulte un médecin qui le fait hospitaliser. Quelques jours après, Gérard Philipe subit une délicate intervention chirurgicale. L'opération se déroule normalement et Gérard regagne son domicile parisien le 19 novembre au soir. 25 novembre 1959, 21h, dans une salle de cinéma parisienne, la projection des Liaisons dangereuses vient à peine de commencer, quand brusquement les lumières se rallument. Un homme en costume sombre apparaît alors sur la scène, devant l'écran. D'une voix mal assurée, il réclame le silence, puis il parle. Et le monde apprend avec stupeur que Gérard Philipe vient de mourir. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.